Je suis Hélène Ngom, je suis escrimeuse de haut niveau et j'ai 28 ans. Et je suis atteinte de la maladie de Crohn. Je suis Joris et je suis atteint de la rectocolite hémorragique, la RCH. Je m'appelle Eyal, je suis atteinte d'une rectocolite hémorragique et voilà, je suis en première. J'ai mon oral jeudi prochain. Je m'appelle Chantal et j'ai un fils qui a été diagnostiqué d'une maladie de Crohn à l'âge de 12 ans. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, ce sont les deux formes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ce sont des maladies qui vont provoquer chez les patients différents symptômes comme une diarrhée, des douleurs abdominales, parfois une fièvre. Et puis il peut s'y associer également des symptômes en dehors de l'intestin comme des douleurs articulaires, des aftes, des éruptions sur la peau, parfois même une inflammation au niveau des yeux. C'est une maladie qui ne se guérit pas aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une maladie chronique, mais elle fonctionne par poussée. Il y a des symptômes qui se manifestent quand ils ont envie, c'est relativement imprévisible. C'est des douleurs, des diarrhées, de la fatigue intense. C'est même pas dû au stress ou par rapport à l'alimentation, c'est juste que des fois, la maladie pointe son nez et puis elle repart comme elle est venue. Au quotidien, ce qui est le plus compliqué, c'est la fatigue. Il y a une fatigue chronique vraiment qu'on peut vraiment différencier d'une fatigue classique en fait. C'est incontrôlable, ça survient soudainement, ça peut durer 1 heure, 3 jours, 1 semaine. Donc c'est assez difficile à anticiper. Si je m'emballe à faire quelque chose en pensant être normal, il y a un moment donné où mon corps va se fatiguer beaucoup plus vite. Ces maladies, elles sont liées à une activation du système immunitaire qui se fait de manière trop importante dans l'intestin, chez des patients qui ont des facteurs de susceptibilité génétique, donc un terrain génétique particulier, et puis favorisé par un environnement particulier également, qui est probablement l'environnement dans lequel on est exposé dans les pays occidentaux. J'ai toujours vécu avec cette maladie, j'ai été diagnostiquée... À quel âge ? Tu avais 10 mois. 10 mois, oui. C'était en pleine puberté, ça a finalement été un soulagement, parce qu'on mettait des mots sur ce que j'avais. Le diagnostic, il se fait souvent après une anesthésie générale et une coloscopie, donc on comprend un peu rien. Donc ça a été un long chemin d'apprentissage. Comme tout le monde, on va sur Internet. J'ai trouvé un groupe d'adultes malades en fait de cette maladie, je les ai rencontrés et donc ça m'a permis de comprendre un peu mieux ce qu'avait mon bébé et ces personnes-là m'ont parlé de l'AFA en fait. Le diagnostic de mon fils, ça a été un coup de massue. Mais très vite, cela a été une évidence pour moi de financer la recherche médicale et c'est comme ça que je me suis engagée à l'AFA comme donatrice, puis bénévole et membre du conseil d'administration. L'AFA Crohn RCH France, c'est l'association de référence de patients et proches qui sont mobilisés contre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Depuis sa création, l'AFA répond à 2 urgences. La première, c'est de faire avancer la recherche médicale, trouver les causes des MICI, avoir des avancées thérapeutiques, des nouvelles pistes. La deuxième, c'est de venir en aide aux malades en les informant pour rompre leur isolement. Ce sont aussi des professionnels qui sont au service des membres de l'AFA, comme des diététiciens, des psychologues, mais aussi des assistantes sociales. Et puis auprès des pouvoirs publics, en fait, c'est de porter la voix des malades pour l'accessibilité aux toilettes, par exemple, ou même certains s'engagent comme représentants des usagers à l'hôpital. On est une association qui est complètement connectée au quotidien des malades. Donc il y a des remontées via les réseaux sociaux, mais aussi à travers des questionnaires que l'on fait auprès des patients et des proches pour finalement regarder un petit peu quels sont les besoins les plus prégnants des malades. Et de cette façon, on va orienter nos actions et faire en sorte que ces revendications deviennent des actions concrètes. Salut! Ça va? Et toi? Et toi? Bah oui. Alors, je t'ai préparé 5 exos aujourd'hui. Ok. Allez. On estime qu'il y a 2/3 des malades qui arrêtent ou réduisent leur activité physique. Ok, parfait. Je pense que c'est dommage pour une personne lambda, mais encore plus pour un malade, parce que ça permet d'évacuer tout le stress, toutes les pensées négatives qu'on a au quotidien par rapport à la maladie. Pour l'estime de soi aussi.
son rapport au corps, voir les capacités de notre corps et puis reprendre confiance en soi. J'adapte en fonction de l'évolution du Crohn d'Hélène. Ayant moi-même cette pathologie, on arrive à se comprendre plus facilement. Ouais. Quand elle a un problème physique, je réadapte tout de suite la séance, ou on l'annule, on la déplace. J'essaye d'être assez flexible. Mon objectif à long terme, c'est les Jeux de Paris, évidemment, en 2024. Avec tout mon entourage, ce serait une expérience incroyable. J'essaye de pas trop louper l'école. Je me pousse des fois, quand vraiment je loupe l'école, c'est que je suis vraiment pas bien et que je peux vraiment pas bouger de mon lit. Ça m'a déjà pénalisé pendant des examens, quand on a mal au ventre non-stop, évidemment c'est plus compliqué pour réfléchir. Au travail, j'ai eu la chance de tomber sur des gens formidables. Je travaille dans une équipe qui est aux petits soins, bénéficie de télétravail. J'ai la chance d'avoir un métier qui peut être télétravaillé. À un moment donné, le médecin du travail m'a recommandé de faire un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH. Ça n'a pas été un cap facile à franchir parce que y a des mots qui ont du sens, faut les encaisser. Et c'est vrai que ça a ouvert pas mal de possibilités. Tout ce dont je bénéficiais de façon informelle, ça a permis de le structurer. En fait. La médecine, en fait, à elle toute seule, ne suffit pas à faire qu'on vive bien avec une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Et je pense réellement que le patient, le malade lui-même, en fait partie de la solution pour aller mieux. Et c'est aussi pour ça que nous, ce qui nous importe, c'est de développer dans les prochaines années des conseils adaptés qui vont lui permettre lui-même de prendre part, en fait, à son mieux-être. J'ai gagné la Coupe du Monde alors que j'étais en crise. J'étais pas au plus bas, mais presque. J'étais obligée de me piquer tous les jours parce qu'il fallait fluidifier mon sang. Enfin, vraiment, c'était vraiment très compliqué à cette période-là. Et le fait de gagner, pour moi, j'arrive toujours pas à m'en remettre parce que il y a des moments, j'ai aucun souvenir de la compétition tellement j'étais mal. Du coup, en rentrant, j'ai décidé de faire... Enfin, c'était pas un post, mais c'était un message d'encouragement et pour dire aux personnes qui ont une maladie de Crohn que la vie est compliquée, mais si on a des objectifs, on peut essayer de les atteindre et ça prend du temps, mais on peut y arriver. Les MICI sont des maladies invisibles, ce qui est d'autant plus difficile à vivre pour les personnes concernées. Les choses ont avancé au niveau de la notoriété, notamment de la maladie de Crohn, parce que c'est vrai que c'est une des deux maladies qui semble le plus connue. Ceci dit, on a aussi beaucoup œuvré pour que la rectocolite hémorragique soit relativement reconnue aussi en termes de notoriété. Donc c'est vrai que c'est important que la société prenne en compte ces maladies. Parler des MICI, c'est déjà les combattre. Chaque prise de parole, chaque événement de sensibilisation contribue à mettre en lumière les MICI, à briser le tabou. C'est une façon de dire aux malades et aux proches, vous n'êtes pas seuls. Dans le couple, pour pas se laisser envahir par la maladie à tout moment, on arrive à trouver des accommodements, à s'adapter, de façon à laisser un espace et un temps pour la maladie, et puis accumuler un peu de l'énergie, de la force pour pouvoir continuer à faire des activités, des choses comme ça. Et ça permet de vivre pleinement, en fait, des moments qui sont un peu réduits, qui correspondent pas tout à fait à ce qu'on faisait avant. C'est quand tu as commencé vraiment à échanger, à discuter sur ta maladie et nous faire comprendre avec les enfants comment ça se passait, là on a chacun pris notre place dans la famille et puis à t'accompagner plus simplement, quoi. Je pense que ça a créé une relation évidemment un petit peu particulière entre Eyal et moi. D'abord parce que depuis tout bébé, j'ai dû veiller sur elle beaucoup. Les moments à l'hôpital, c'est des moments pas faciles, mais c'est aussi des moments privilégiés qu'on passe toutes les deux, avec des anecdotes parfois rigolotes aussi. C'est très rigolo de venir avec nous, franchement, à l'hôpital. On est très détente à l'hôpital, nous. On prend le temps d'être ensemble quand tout va bien. Et puis voilà, s'il y a des moments de fatigue, on continue à vivre. Faut faire des projets. On fait des projets, on a besoin de faire quelque chose, on prendra le temps, mais en fait on y arrive et on revit autrement et c'est tout aussi bien. Et je trouve qu'on profite des moments présents et ça c'est important. La présence du proche, le soutien du proche est extrêmement important pour les malades. Ce qui est important pour nous, c'est effectivement de développer des services pour le proche, pour qu'il accompagne au mieux le malade.
Donc le matin, on fait l'arrivée avec, tu sais, on met les gens dans les chambres, etc. comme d'habitude. On mange ensemble et on commence par un premier atelier à 15h30 avec parents d'un côté, enfants de l'autre. Comment tu te sens aujourd'hui ? Depuis que je suis toute petite, j'ai dit, moi plus tard, je serai animatrice et j'animerai les week-ends de l'AFA. C'était vraiment super important pour moi. C'est vraiment 2-3 jours dans l'année où on se retrouve tous ensemble. Il y a les parents, il y a les frères et sœurs non malades, il y a les malades, il y a tout le monde. On se comprend direct, c'est génial. On compare nos quotidiens, nos maladies, nos traitements. On parle de nos expériences. Ça permet d'échanger sur le quotidien, les difficultés, mais aussi la recherche, les nouveaux médicaments. Il y a des médecins qui viennent nous rencontrer. Ça permet aux parents de pouvoir poser les questions aux médecins, pas individuels, mais vraiment sur la maladie en général, de mieux comprendre les choses. On continue de garder du lien. On a des groupes WhatsApp aussi entre ces week-ends. On a un groupe sur Snap, par exemple, et c'est un groupe qui vraiment fonctionne tout le long de l'année. Chacun pose ses questions. Oh, j'ai ça comme traitement. Est-ce que vous avez déjà fait ça, tout ça. Enfin, on parle vraiment toute l'année, et je pense que c'est vraiment important. Ça a créé un groupe d'entraide et ça fait qu'on se sent moins seul aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours les gens autour de nous qui peuvent comprendre et des fois on a juste besoin de parler. C'est surtout les rencontres avec d'autres patients qui, au travers de l'engagement à l'AFA, m'ont permis de voir que, en fait, pour trouver les mots, on n'est pas tout seul non plus, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que les mots, on peut les inventer ensemble. Et donc on se donne rendez-vous et on ouvre ce rendez-vous à des patients, à des adhérents, à des sympathisants, à des proches. Il y a une compréhension immédiate, il n'y a pas de filtre. On se dit, qu'est-ce que t'as toi ? Puis tout de suite, on se représente bien ce que l'autre vit. Donc ça, c'est fabuleux parce qu'il y a une communication sans filtre qui s'installe directement. Pour nous, c'est ce qui constitue notre connexion en fait, du terrain. Ce sont ces personnes qui agissent au plus près et qui permettent vraiment de pouvoir faire des choses en local, en présentiel, de façon chaleureuse aussi, avec un lien qui est fort. De partage. Donc je crois que ça aussi c'est important de parler de tous ces bénévoles qui constituent l'AFA et qui pour nous est précieux en fait. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous allez un peu me créer votre menu type de la journée quand vous êtes en poussée. Les ateliers d'éducation thérapeutique, c'est un moment de rencontre avec d'autres patients et avec l'équipe soignante de l'hôpital. On n'est pas sur un cours magistral, on est sur quelque chose de participatif. Lorsqu'on va parler d'alimentation, on va jouer à composer des repas avec des cartes qui représentent des aliments. Est-ce que entre la poussée et puis la période hors poussée, vous arrivez finalement à rééquilibrer l'alimentation, à avoir un petit peu chaque classe d'aliments ? Donc le plan d'atelier... Il y a toujours un soignant qui est là pour être garant du cadre. Et ils sont vraiment en demande de comprendre notre vécu, et puis nous, on a besoin de leur expertise. Donc, les patients peuvent avoir une place de médiateur, de facilitateur de la prise de parole. Et la rectocolite hémorragique, on a une atteinte qui va être uniquement sur le rectum et le côlon. À chaque fois, j'apprends 10 fois plus que ce que je suis censé transmettre, donc c'est super chouette. Aujourd'hui en France, il y a 300 000 personnes qui sont atteintes de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. 300 000 personnes, avec 8 000 personnes qui sont nouvellement diagnostiquées chaque année, ça représente quand même un patient diagnostiqué toutes les heures. Donc il y a un enjeu aujourd'hui à mieux connaître ces maladies pour que peut-être demain, on vive un monde sans Mickey. En 20 ans, il y a eu vraiment une révolution dans la prise en charge des maladies inflammatoires de l'intestin. L'AFA distribue des bourses de recherche tous les ans et cela a permis d'améliorer la compréhension de ces maladies et d'initier des nouveaux travaux pour découvrir de nouveaux traitements. Il y avait quelques paliers de traitement et Yael avait déjà fait 1, 2, 3, 4, elle en était déjà, il restait un palier derrière, quoi. Il n'y avait pas d'autres traitements. Et depuis, il y a énormément de médicaments et de nouveaux médicaments qui existent et qui sont sortis, et il y en a encore en recherche. Donc les objectifs de la recherche, c'est d'identifier des nouveaux traitements, des nouvelles stratégies thérapeutiques qui soient efficaces et en même temps sûres. Également des manières de surveiller l'évolution de la maladie de la manière finalement la moins invasive possible. Tout cela pour prédire les poussées de la maladie, éviter les poussées de la maladie et éviter également les complications possibles de ces Mickey pour finalement que le patient ait une vie la plus normale possible.
J'ai toujours vécu avec cette maladie. Il y a eu des moments qui étaient durs évidemment, mais au final ça m'a jamais empêchée. J'ai toujours fait ce que je voulais et j'ai toujours réussi à vivre avec. En fait, elle fait partie de moi aujourd'hui. Ça m'a forgé aussi, je pense, un caractère. Ça m'a aussi aidée dans la vie. La maladie fait partie de moi en fait. Et comme c'est une maladie chronique et qu'on n'a pas de traitement pour la guérir, je suis obligée de vivre avec cette facette. Il ne faut pas s'arrêter de vivre, on peut continuer à avancer autrement et simplement. C'est tellement agréable et c'est tellement important d'avoir cet échange entre malades. C'est tellement plus simple et il y en a que ça libère vraiment. Et puis quand on s'engage, finalement on se rend compte que ça nous aide aussi nous à mieux vivre parce que on rencontre des gens formidables et ça fait du bien. À ma petite échelle, j'essaye de donner un peu d'espoir aux gens finalement, de montrer que j'arrive à faire du sport, que des fois je peux pas en fait. Mais c'est comme tout le monde, il y a des fois où on n'arrive pas à se lever le matin parce qu'on est un peu malade et la Terre continue de tourner même si nous on est au plus bas. Donc c'est vraiment de l'espoir. Il y a eu déjà beaucoup d'avancées en termes de recherche, sensibilisation, droit, qualité de vie, mais il reste encore tellement de choses à faire. Alors c'est tous ensemble, malades, proches, partenaires institutionnels, médecins, chercheurs, adhérents, donateurs, c'est tous ensemble, par une mobilisation encore plus forte, que nous vaincrons les Mickey.